Il y a 3 ans, j'ai découvert que j'avais une grave maladie, une maladie du sang. Aujourd'hui, je suis guéri et cette épreuve m'a offert un déclic. J'ai réussi à majorer mon master de droit, passer le concours d'avocat et lancer mon premier business à succès. Mais j'aurais pu avoir ce déclic bien plus tôt. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter de perdre du temps et maximiser votre potentiel tout de suite pour éviter d'attendre un événement tragique, cet événement qui pourrait vous faire avoir le déclic plus tard. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai des directives simples à mettre en place, concrètes, qui vont radicalement changer votre quotidien le plus rapidement possible. D'abord, si je devais tout recommencer, je me serais intéressé au sport à haute intensité plus tôt. Le sport m'a apporté la résistance à l'effort et à l'inconfort. La vie est pleine d'imprévus, de contraintes, de moments auxquels on ne veut pas faire face, d'événements désagréables. Le sport, quant à lui, permet le développement d'un plaisir à être dans l'inconfort, dans ce qui est désagréable. Mais c'est une souffrance qui a des bienfaits physiques et mentaux. Ce paradoxe est intéressant. Notre sensibilité nous incite à ne rien faire pour ne pas avoir à souffrir, alors que ce qui nous rend plus forts, c'est justement les événements de souffrance. Comme si l'on était testé. Bon, et puis concrètement, le sport est rentable. Mais pas tout de suite. Illustrons. Si vous commencez le sport, vous n'avez peut-être pas de but et vous vous lancez sur un coup de tête ou avec une motivation esthétique. Ce but va naître en même temps que votre pratique. Plus vous pratiquez, plus vous allez découvrir votre plan, avoir un meilleur physique, être plus endurant. Vous allez constater que le sport a plusieurs effets de levier. Premièrement, sur votre focus. Comme vous vous entraînez à l'endurance et à l'inconfort, il devient plus simple de travailler longtemps dans la contrainte. Deuxièmement, sur votre capacité à repousser les limites, pousser la dernière rep, courir le dernier mètre, bosser une dernière heure. Troisièmement, le sport a des effets de levier sur votre estime. Plus vous allez en faire, plus vous allez être mieux dans votre corps, vous plaire aux autres, gagner en charisme. Et par le gain de confiance, vous allez augmenter vos interactions, donc augmenter la probabilité de faire des rencontres bénéfiques, que ce soit en amis, en amour, professionnellement. En bref, il n'y a strictement aucune raison de ne pas pratiquer un sport, et le mieux c'est 3-4 fois par semaine, le plus jeune possible, ce que je regrette un petit peu. Cela me fait la transition avec la notion de contrainte. Au sujet de la contrainte, j'aurais aimé comprendre plus tôt que la vraie liberté, c'est celle d'obéir à sa volonté. Il n'existe que 2 libertés. La liberté totale, s'affranchir de toute règle, mais être rattrapé par ses propres désirs, ses pulsions. Donc en fait, vous obéissez à vos pulsions, vous n'avez plus de limites. Finalement, vous n'êtes pas libre. Vous êtes au service de la non-intention. Vous êtes asservi par vos plaisirs les plus immédiats et irrationnels. Et vous faites tout de manière hasardeuse, évaporée. À ce sujet, je vous invite à écouter le podcast sur Rousseau, du précepteur. Il en parle longuement. Et puis, la deuxième liberté, c'est la liberté unique. C'est celle d'obéir à sa raison. En fait, vous créez votre projection, vos objectifs, votre anticipation dans le futur, et vous obéissez aux règles qui proviennent de votre raison, pour parvenir à un résultat escompté. Vous êtes donc libre, car vous n'obéissez qu'à vous-même. Bon, deuxièmement, j'aurais travaillé beaucoup plus au collège et au lycée. Je pense que j'ai rattrapé mon retard, à savoir que quand on compare aux gens qui font des études à Paris, qui évoluent dans des environnements très exigeants et très rigoureux tout de suite, on peut avoir un fossé qui se creuse, notamment quand on vient de province. Et l'idée, c'est de travailler un maximum le plus tôt possible, c'est-à-dire au collège, lycée. Sinon, il y a certaines élites qui deviennent très dures à rattraper, que ce soit en termes d'ouverture d'école, ok, c'est une chose, mais même si vous ne voulez pas aller à l'école, dans
la construction de vos business, plus vous travaillez tôt, rapidement, plus vous allez développer une capacité de travail qui va vous permettre de travailler toujours plus et apprendre à travailler. Apprendre à vous concentrer, apprendre à rentrer dans des états de concentration, à vous challenger, à être dans des environnements exigeants qui en fait, dans tous les domaines dans lesquels vous allez accéder plus tard, vont vous demander cela. J'ai réussi à intégrer de grandes écoles et de grands cabinets d'avocats derrière, mais parce que j'ai travaillé plus que les autres, je pense, et je l'ai fait un peu tard. Et je me rends compte que cela est de plus en plus difficile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ultra-spécialisation en France veut qu'on se déploie et on s'oriente le plus rapidement possible. Donc, à ce sujet, je vous conseille quand même de travailler le plus vite possible. Si vous êtes jeune, si vous êtes entre 16 et 18 ans, ne prenez rien à la légère. C'est pas les cours en eux-mêmes qui sont importants, c'est la façon dont vous travaillez et vous apprenez à travailler dans l'inconfort. D'ailleurs, j'aimerais vous dire quelque chose à propos des études. La plupart des gens tapent sur les écoles, les grandes écoles, les concours, vous disent que ça sert à rien, qu'on peut tout faire seul. Ok, peut-être. Mais les études sont un test. C'est un apprentissage de la concentration, du travail sous pression, la pression des examens, des jurys. Savoir faire quelque chose de désagréable et bien le faire, c'est une capacité incroyable pour le coup. Je pense que pendant les études ou à l'école, nous apprenons à apprendre. Puis nous apprenons le sens de la compétition, le sens de la sélection. L'exigence au plus haut point, apprendre à être exigeant avec soi. Par exemple, pour entrer dans des grands cabinets d'avocats d'affaires, il vous faut le parcours scolaire au top, donc qui demande énormément de travail et de sacrifices, des expériences professionnelles préalables, donc en parallèle de vos études, une capacité de conviction à l'oral quand vous serez en entretien, ce qui suggère de savoir se présenter clairement, se vendre sans virer au ridicule. Et toutes ces choses vous apprennent beaucoup, énormément. C'est vraiment des shortcuts pour le coup. Si vous êtes un peu jeune, je vous conseille de travailler le plus possible et le plus tôt pour apprendre la concentration, pour apprendre la rigueur. Pas pour les cours en eux-mêmes, honnêtement. Mais juste, quoi que vous fassiez, cela vous sera utile. Et puis, pour être un peu compétitif, visez des facs bien classées, des prépas, des études un peu prestigieuses. Ensuite, j'aurais lu davantage et un peu moins tryhard CSGO et Black Ops 2. Même si jouer m'a apporté beaucoup, notamment dans l'esprit d'équipe, la stratégie, l'apprentissage du tryhard. Je regrette pas grand-chose sur ce point. Je pense que les jeux vidéo sont une approche de la vie très intéressante à partir du moment où vous vous y penchez avec un intérêt qui est quasiment compétitif. Mais en fait, même sous un autre prisme, donc qui serait celui de la créativité, des univers des jeux vidéo, je pense sincèrement qu'ils m'ont apporté un sens de la créativité qui m'est utile même dans mes tâches en cabinet d'avocat. Par exemple, pour faire face à des problématiques complexes, où il n'y a pas de solution prédéfinie, où les textes ne prévoient pas la solution, la créativité va se manifester pour les résoudre. On imagine des liens neuronaux que vous avez activés il y a longtemps, qui vont vous permettre de réfléchir d'une manière différente, d'apporter un regard neuf pour trouver une solution innovante qui n'existait pas à la base. Aussi, des jeux vidéo, je retiens les leviers qui nous maintiennent addicts au jeu. Quand vous commencez un jeu, vous avez souvent beaucoup de mal à en sortir, cela commence petit à petit, puis vous devenez rapidement addict, vous y pensez même quand vous ne jouez pas. En fait, c'est parce que les jeux implémentent des routines chez vous, des quêtes régulières. Puis ensuite, vous cherchez à vous améliorer tout le temps, le niveau augmente, la satisfaction ressentie lors de la réussite d'objectifs difficiles est importante, on peut le voir avec Elden Ring, je pense que c'est le meilleur exemple. Si on en tire ce qu'il y a de bon pour le mettre dans nos vies réelles, qu'est-ce que ça donne ? En fait, c'est utiliser les leviers de gamification pour ces objectifs, pour le travail, pour le sport. Un système de leveling, de ranking et de visualisation de votre niveau dans la vraie vie, comme dans, peut-être vous connaissez Sword Art Online,
solo leveling. C'est la raison principale pour laquelle j'ai créé Eclipse. Donc Eclipse, c'est un outil de productivité pour gamifier sa vie. Le lien est dans la description. Mais surtout, lire aurait pu être faisable en même temps. C'est-à-dire que vous réduisez peut-être un petit peu les jeux et vous lisez. Parce que lire entraîne un effet de levier sur tout le reste qui est assez énorme. Surtout si vous lisez de la philo ou des grands romans. Il y a un avantage qui se crée, un écart qui se crée avec les autres. Votre syntaxe évolue, votre réflexion évolue, votre clarté mentale évolue et vous créez des routines très bénéfiques le soir, notamment avant de dormir. S'agissant de la philo, petite parenthèse, je pense qu'il n'y a pas meilleur comme apprentissage que la philosophie, notamment du raisonnement, de la rhétorique. Je pense que ça devrait même être notre priorité dès l'âge où l'on peut comprendre la matière. La philosophie amène tous les instruments qui vous permettent dans n'importe quelle matière de comprendre les choses, d'avoir une ouverture d'esprit, un esprit critique. Après, évidemment, tout dépend de vos professeurs, mais je veux dire, si vous commencez, vous, à lire de la philosophie, c'est extrêmement bénéfique. Je vous conseille de commencer par des courants philosophiques simples, type les stoïciens, et puis ensuite de monter. Si vous commencez direct par Nietzsche, vous n'allez pas vous en sortir. Évidemment, je vous conseille de lire un peu tous les soirs, quelques pages. C'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai fait plus tard. Mais je pense que c'est vraiment très bénéfique. Et plus vous le faites tôt, plus vous maximisez votre potentiel. Quatrièmement, je me serais moins intéressé au regard des autres. Je pense que quand on est plus jeune, on a une forme d'addiction à l'apparence, au fait d'exister dans le regard des autres. Et c'est un véritable élément bloquant pour la suite. Comment exister, comment se conformer, comment plaire aux autres. Et souvent, malheureusement, on ne plaît pas aux gens qui vont nous apporter du bien ou en tout cas qui vont nous faire nous élever. Donc il faut réussir à créer un espèce de détachement avec cette addiction à l'existence auprès des autres. Je pense qu'il faut donc parvenir le plus tôt à s'en détacher pour éviter cet écran qui bloque vos tentatives, qui bloque votre accomplissement personnel. Par exemple, j'ai énormément écrit pendant mon collège, lycée. J'écrivais de la prose et de la poésie dans des forums de manière anonyme. Je ne sais pas si vous connaissez Jeunes écrivains, ça s'appelait. Je crois que ça existe toujours. Et malgré tout ce que mes proches me disaient de publier, d'aller plus loin, je ne l'ai jamais fait par peur du regard des autres. Et j'aurais pu, peut-être comme certains le font, créer une chaîne YouTube plus tôt, créer un compte Twitter et parler de mes projets, construire des choses. Même si vous échouez, et je pense qu'il faut que vous échouiez car c'est le processus le plus puissant d'apprentissage, vous allez vous développer 5 fois plus vite que ceux qui n'échouent pas. Ça me rappelle cette anecdote à propos des deux joueurs de tennis que vous connaissez probablement, Richard Gasquet, joueur français, et Nadal. Nadal, sa première défaite cuisante était contre Richard Gasquet, le joueur français considéré comme le Mozart du tennis quand ils avaient 14 ans. Et suite à cette défaite, Nadal est devenu imbattable et vraiment un monstre de résilience. On va prendre un exemple. Si vous prenez 2 personnes de 18 ans qui veulent toutes les deux devenir développeurs de jeux vidéo. La première personne veut devenir développeur de jeux vidéo, elle va faire tout en sorte pour rentrer dans les écoles qui lui permettent de faire ça, d'avoir le meilleur apprentissage possible. La deuxième de 18 ans, pareil, même contexte, elle va faire les mêmes choses elle va se préparer à rentrer dans les écoles, mais elle va faire un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, c'est se développer sur les réseaux. Elle va commencer à parler sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube de son projet. Elle va commencer typiquement 1 an, 2 ans avant, et elle va apprendre plein de compétences à ce sujet. Donc la création de contenu, comment intéresser les gens, comment inciter les gens à rester, comment les intéresser par un projet. Et en fait, cette personne-là va se développer 10 fois plus vite. Parce que, en plus de créer une audience si tout se passe bien, elle va être en mesure de développer des compétences connexes, donc qui sont dans un cercle
juste à côté de son objectif et qui vont lui permettre de faire levier sur cet objectif-là. Cette deuxième personne, quand elle va rentrer en école, elle saura faire plein de choses. Elle aura potentiellement une audience et une communauté autour de son projet. Donc son projet va évoluer juste 10 fois plus vite et ce sera beaucoup plus simple. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas avoir peur, il faut se détacher du regard des autres. Et si vous avez un projet, lancez-le et essayez de faire levier partout parce que ça va vous faciliter la vie après. Les gens vous oublient dès la minute après laquelle ils ont parlé de vous car ils sont d'abord concentrés sur eux. On est dans un monde ouvert, les gens ne sont pas des PNJ, tout le monde a une conscience, un ego, et tout le monde est focus sur ses intérêts. C'est comme si on était dans une grande carte, mais PVP. Cinquièmement, j'aurais été plus ambitieux sur mes projets personnels, j'aurais accepté d'y consacrer plus de temps. J'ai tendance à dire que lorsque vous avez un projet, fixez-vous des objectifs réalistes pour le réaliser. Ok, mais ce projet, automatiquement, le lendemain du moment où vous l'avez écrit, reprenez-le, lisez-le et multipliez par 3 votre ambition. Notre cerveau réagit au challenge et on se sous-estime bien trop. Je pense aussi qu'il faut accepter de se dévouer à sa mission, de sacrifier du temps. Si vous avez des projets, tout ne se réalisera pas seulement avec un travail régulier, sympathique, plaisant, tout va pas être sympa, tout ne se fera pas entre 9h et 17h30. Les plus grands peintres ont sué, pleuré, n'ont même parfois pris aucun plaisir à créer leurs plus grandes œuvres, fruit d'un travail de plusieurs années, et après par contre la satisfaction, elle est dans le marbre. N'ayez pas peur de consacrer des heures et des heures à une seule chose. La vie est longue, ce serait une perte de temps que de papillonner partout et de se disperser tout le temps sans finalement avancer nulle part. Et aussi n'abandonnez pas, même si vous êtes en passe de perdre, même si vous êtes vraiment au bout, il reste toujours statistiquement la possibilité de remonter et de gagner. C'est des maths, hein. Faites-vous confiance, faites confiance à l'espoir. Sixièmement, un sujet un petit peu différent, j'aurais été moins naïf et moins dévoué en amitié, amour. J'aurais su rester indépendant, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est difficile à accepter, mais la solitude un temps est la seule chose qui peut vous apprendre à vous connaître, à aimer passer du temps avec vous, avant d'entrer dans une relation avec quelqu'un. Gardez une distance, du recul, gardez votre raison. Essayez de ne pas plonger dans l'amour d'impulsion, celui qui ne se contrôle pas et qui vous contrôle, pour lequel la fin est toujours la même, souvent tragique. C'est en ce sens que le stoïcisme m'a beaucoup appris dans la gestion des émotions, le contrôle de soi. Et ça me fait la transition. J'aurais aimé savoir rendre mes émotions positives comme négatives plus neutres et moins excessives. Faut faire attention à l'adrénaline, attention à la déprime, il faut être relativement stable. Une émotion trop positive peut vous faire tomber dans des pièges autant qu'une émotion trop négative dégrade votre morale et votre perception de la réalité. Illustrons ça. Pendant mon concours d'avocat, lors des entraînements, dès que j'avais une question facile dans une copie, je me réjouissais, puis je sautais sur la réponse le plus rapidement possible pour gagner du temps. C'est à ce moment-là que je commettais des erreurs. Une trop grande réjouissance, une surconfiance, donc une émotion agréable et positive, peut vous amener à tomber dans des pièges. Votre cerveau ne réfléchit plus de la même manière, plus de la même façon, il est happé par le résultat. Et ça s'explique en fait très simplement, c'est pas la même zone du cerveau qui réfléchit. Et c'est là qu'on fait des erreurs. C'est exactement pareil avec les émotions négatives qui peuvent vous plonger dans un état réfractaire, anti-actif. Donc pensez à rester neutre, stoïque. Bon, deuxième partie de cette vidéo, désormais voyons brièvement ce que cette fois-ci je me remercie d'avoir fait. Donc en fait, tout ce que vous pouvez implémenter dans votre quotidien tout de suite. Certains pensent qu'écrire parfaitement est inutile. Mais avoir beaucoup écrit m'a apporté une exigence très élevée
un sens du détail dont je remarque que 99% des gens n'ont pas, même dans le très haut des études. Écrire en apprend aussi sur vous, cela vous permet de perfectionner votre raisonnement, d'étendre votre syntaxe, donc de multiplier les mots, les concepts qui sont la matérialisation de vos idées. En somme, plus vous écrivez, plus vous avez d'idées, plus vous clarifiez votre état de pensée et plus vous êtes en mesure de réfléchir mieux que les autres. On en a parlé tout à l'heure, l'apprentissage du tryhard dans les jeux vidéo m'a appris littéralement à farm les cours, à beaucoup les bosser. Et aussi avoir été ultra résilient dans les difficultés de la vie. Pas de plainte, on se relève, on avance, on trouve des solutions. Face à un décès dans votre famille, vous n'allez pas rester les bras ballants, il y a des proches qui ont besoin d'aide. Face à une maladie, vous pouvez résister. L'idée, c'est de faire absolument tout ce qui est en votre pouvoir. Et c'est ce qui ressort des pensées de Marc Aurèle, ce qu'il répète à chaque page de son œuvre, que l'on peut résumer de la façon suivante. Agissez sur tout ce que vous pouvez, le reste ne doit pas vous toucher. Je me remercie de m'être réveillé pas trop tard sur la discipline, comme je vous le disais, sur le travail. Je pense que c'est en grande partie grâce aux vidéos YouTube. Donc c'est des vidéos que je regardais de personnes qui m'ont inspiré, dont après je me suis détaché parce que j'ai compris certains biais, mais ça a été un point de départ, et ce point de départ, il a été nécessaire pour comprendre beaucoup de choses. Je pense que je me remercie d'avoir été toujours très compétitif, et ça c'est marrant parce que c'est pas le sport qui me l'a développé, j'étais pas un grand sportif petit, je pense que c'est les jeux vidéo qui m'ont permis de devenir compétitif. Et aujourd'hui c'est un truc qui ressort vraiment de ma personnalité quand je suis en stage, en cabinet, ou quand je suis dans mes études, dans des concours, etc. Je sens que j'ai cet esprit compétitif, bienveillant, mais qui me pousse en fait, qui me pousse à être meilleur. Il y a un truc aussi, c'est m'être intéressé aux autres, fasciné par ce que font les autres, poser des questions, chercher à aller vers l'autre, essayer de l'aider si c'est possible. Et ça m'a toujours été bénéfique, soit parce qu'on me l'a rendu plus tard, soit parce que ça permet de s'ouvrir à ce que font les autres et d'élargir son scope. Entourez-vous, allez là où les gens vous font rêver, là où ils sont, c'est-à-dire choisissez des personnes dans votre entourage qui vous inspirent, posez-leur des questions, demandez comment ils ont fait, pourquoi ils sont arrivés là, quels ont été leurs parcours. Je me remercie également d'avoir toujours voulu apprendre plus que les autres. C'est-à-dire, lorsque j'étais dans un cours ou lorsque je lançais un nouveau projet, je me suis jamais satisfait de juste ce qu'on m'apprenait, j'essayais d'aller toujours un peu plus loin. Et enfin, un truc qui est quand même important, c'est être confiant dans ses capacités. Croire dans quelque chose de plus grand que vous, croire dans un objectif plus puissant, avoir un but ultime, une mission, quelque chose qui vous rendra fier lorsque vous êtes en fin de vie, lorsque vous prenez du recul sur ce que vous avez accompli. Je pense que ça permet à la fois un détachement et à la fois une mission sur cette terre, ça donne un sens à la vie qui va vous donner confiance. Bon, en conclusion, il est inutile de tout recommencer. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes un peu au-dessus de la cible, c'est-à-dire que vous avez un peu plus de 20 ans, entre 20 et 30 ans, il est totalement inutile de recommencer tout à zéro. Il vaut mieux se rendre compte des choses, lister vos erreurs, voir comment vous pouvez vous améliorer sur ces erreurs-là, et puis mettre en place des actions très vite. Éviter de trop intellectualiser, éviter de trop aller voir de l'information, du contenu, et rentrer tout de suite dans le dur. C'est mon conseil de fin, et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et on se parle prochainement.